Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter tous les 15 jours un invité dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, Xavier Teichmann pour Respect et j'espère vous donner une bonne dose d'énergie positive aujourd'hui en recevant Stéphanie Yala. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Voilà, alors avant de te demander de te présenter, je vais expliquer à nos auditeurs la raison pour laquelle tu es invité dans ce podcast. Mais c'est pour ton initiative Transit Insert ASBL, qui a pour mission d'accompagner les personnes qui sortent de prison à se réinsérer. Et voilà, moi j'avais identifié 3 axes. C'était l'assistance à la personne, tu me corrigeras si je me trompe. Oui. L'assistance à la personne, 2, le retour à l'emploi et retour au logement, et 3, la sensibilisation au grand public. Oui. Mais avant de nous parler de Transit Insert, je voudrais que tu m'en dises plus sur toi, sur ton parcours. Je me suis un peu renseigné et j'ai vu que tu avais fait des études en France et aussi à Liège en criminaux. Et ben voilà, explique-nous un peu ton parcours, Stéphanie. Oui. Alors voilà, je suis antillaise, née en Martinique, vécue aussi un peu en Guadeloupe. Et je suis partie en France pour faire des études en sciences humaines. Donc j'ai fait une licence en sciences humaines. En Belgique, c'est bachelier, je crois. Ou... La licence et le master. En tout cas, nous, on avait la licence avant. Oui. Je crois que c'est maintenant bachelier. Bachelier ici en c'est Belgique. Possible. Oui. C'est les 3 premières années. Voilà, c'est ça. C'est le bachelier. Ouais. Oui. Et donc voilà, donc j'ai fait une licence en sciences humaines et c'est vrai que l'objectif pour moi, c'est de comprendre, comment fonctionne l'humain en fait. J'ai toujours été intéressée par ça. Tiens, pourquoi est-ce que on pense ce qu'on pense? Qu'est-ce qui fait qu'on se comporte de telle manière quand on est seul ou que quand on est en groupe, parfois ça peut changer. Et donc c'est vrai que ces 3 années m'ont familiarisé avec le comportement humain seul en société, familiarisé aussi avec le fonctionnement de la société, comment se construit une société, comment se construisent des normes, comment voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a animée pendant longtemps. Et puis par la suite, j'ai été particulièrement sensibilisée à tout ce qui concerne la précarité, quoi. Donc, au départ, c'était, et c'est encore aujourd'hui, les personnes sans domicile fixe, les orphelins, les femmes battues, et puis par après est arrivé aussi les profils au niveau prison, donc les détenus. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à nourrir la volonté de me former parce que y a pas mal de choses, c'est vrai, qu'on connaît ou instinctivement ou via les lectures ou autres, mais c'est toujours bien d'équilibrer avec des compétences acquises aussi, apprises. Et donc, du coup, par la suite, je suis partie en Belgique pour faire ce master en criminologie. Et tout ça a été rattaché à une aspiration qui date depuis très très longtemps, c'est de vraiment pouvoir créer une structure d'aide et d'accompagnement pour les personnes. Et donc voilà. Maintenant, dans le qui je suis, voilà, j'ai aussi des loisirs. Donc voilà, j'aime la nature, j'aime la randonnée, je suis aussi dans la musique. Donc voilà, je dirais que si je cherche une manière de me définir, je suis une jeune femme passionnée, remplie d'ambition et qui a envie vraiment de marquer son temps et sa société. Effectivement, c'est ambitieux. Ok, super. Oui. Qu'est-ce qui t'a plus poussé à créer Transit Insert? Oui. Pour ça, il faut remonter bien plus loin dans l'enfance, puisque mes parents avaient une association. Et en fait... il y a toujours eu ce souci de l'autre. Et mon père, notamment la jeunesse. Et pendant longtemps, avec son association, il organisait des événements où il mêlait le foot, le gospel. Enfin, c'est vraiment un mélange. C'était vraiment passionnant. Et l'objectif était de pouvoir travailler à justement aider les jeunes à sortir de la délinquance, quoi, notamment. Depuis qu'on est tout petit, nos parents nous embarquent partout. Donc à chaque fois qu'il y avait des événements à préparer, on était là. À chaque fois qu'il y avait des actions à préparer, on était là, les petites mains, là comme ça, on était là. Et je pense que ça m'a sensibilisée à l'autre et à la dimension sociale, la dimension de l'aide sociale.
Il y a aussi des petits souvenirs que j'ai, très jeune, où je voyais mon père ou ma mère, quand on était dans les rues, s'arrêter facilement pour aller acheter à manger et donner à une personne nécessiteuse qui était là. Et je pense que ça m'a prédisposée à créer quelque chose pour aider l'autre. C'est ça, l'exemple, quoi. Oui. La transmission de ce que tes Exactement. parents faisaient. Oui, parce que du coup, au tout début, quand j'étais ado, parce que ça a commencé vraiment très jeune, j'avais vraiment à cœur de créer une structure d'accompagnement et d'aide, en fait. Et au départ, c'était essentiellement les centres domicile fixe. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que j'ai été aussi, ça vient aussi de là. Et j'ai quitté les Antilles vers 17-18 ans. Et je dirais que c'est peut-être 2 ans plus tard que j'ai commencé à être sensibilisée au monde carcéral, en fait. Et oui, ça, c'était vraiment en moi, quoi. Et il y avait cette envie de faire quelque chose, cette envie de changer la donne. J'avais pris conscience de plein de choses, notamment du fait qu'une personne qui passe à l'acte, bien sûr, il y a plusieurs raisons qui peuvent l'expliquer. Et je suis pas là pour justifier. J'ai beaucoup de respect et de considération pour les victimes. Et c'est vrai que, à côté de ça, je me dis, qu'est-ce qui a poussé la personne à passer à l'acte, quoi? Qu'est-ce qui l'a poussé? Et c'est vrai qu'on pourrait dire que parfois, on ne trouve pas d'explication. Mais dans certains cas, on en trouve. Il y a des facteurs qui sont à l'œuvre, qui sont liés à la personne, c'est vrai, mais qui sont liés aussi au contexte et à l'environnement dans lequel elle se trouve. Et tout cela m'a fait prendre conscience que, tiens, est-ce qu'il y aurait un moyen d'aider ces personnes-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas des solutions à mettre en place pour aider ces personnes-là? Tous ne pourront pas l'être, puisque il faut le vouloir aussi, c'est vrai. Mais pour ceux qui ont envie, qu'est-ce qui peut être fait? Et je pense que c'est un peu comme ça que ça a commencé à tourner autour de moi. Il y a aussi pas mal de grandes personnalités, de personnes aussi qui m'ont marqué au fil de mon adolescence, ma période jeune adulte, et puis un peu plus tard. Et il y a beaucoup eu en moi cette semence face à une problématique, qu'est-ce qu'on peut faire pour la solutionner? Et si on ne sait pas la solutionner, quelle pierre est-ce qu'on peut poser pour que quelque chose évolue, quoi? Et je pense que doucement, il y a un peu tout ça qui a conduit à la création de Transit Insert. Il y a mes convictions personnelles aussi qui ont contribué à ça, parce que j'ai foi en l'humain. J'ai foi en la capacité de l'humain à évoluer. On parlait de changement. C'est vrai que le débat sur est-ce que la personne peut changer, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop répondre, mais par contre, on peut parler d'évolution. Si on ne sait pas dire qu'une personne peut changer, on peut dire qu'une personne peut évoluer. Et je me dis, tiens, pour qu'une personne évolue, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour l'aider dans son évolution. Et tout cela a vraiment contribué à créer Transit Insert. Voilà. Ok, d'accord. Et pour revenir à ce que tu disais au départ, oui. Donc tu étais très sensibilisé à la problématique des sans domicile fixe. Oui. Et pourquoi tout à coup switcher sur le carcéral? Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Pendant un temps, j'ai eu la belle opportunité de travailler avec une association d'action sociale en France où j'ai pu justement aller au plus près des sans domicile fixe, où on faisait des maraudes sociales, on amenait de la nourriture, des couvertures, on allait à la rencontre des personnes la nuit pour discuter avec elles et pour essayer d'alléger un peu, même avec un sourire, des situations un peu plus complexes. Et puis, je sais pas comment l'expliquer, je dirais que c'est peut-être lié un peu à mon histoire de vie, sans rentrer dans les détails. J'ai été beaucoup affectée par certaines situations dans mon enfance. Et du coup, j'ai grandi avec beaucoup de colère, beaucoup de haine, même si ça ne se voyait pas. J'ai toujours été pétillante, souriante, et donc ça passait inaperçu. Nos auditeurs ne te voient pas, mais je vois que tu es très souriante, oui. Oui, et du coup, ça ne se voyait pas, mais en moi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de colère et de haine, parce que il y a des questions qui montent mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a eu tel fait? Pourquoi est-ce que la personne a fait ça? Pourquoi? Et quand ce sont des choses violentes, on se dit non seulement pourquoi, mais pourquoi un tel? Pourquoi? Enfin, on grandit avec plein de questions, on n'a pas forcément de réponse, et ça nous impacte, quoi. Ça nous touche. Et à un moment donné,
Je ne peux que faire le lien aussi avec mes convictions personnelles parce que c'est vrai que je suis croyante et c'est vrai qu'à un moment donné en moi, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai vraiment eu la sensation qu'il y a comme un travail qui a été fait en moi et ce travail m'a fait changer de regard sur les auteurs de faits criminels. Je suis passée progressivement de la haine à la pitié, de la pitié à la compassion, de la compassion à la considération. Et c'est vrai que du coup, dans cette considération-là, il s'agit pas de dire que voilà les auteurs sont des pauvres victimes qui n'ont pas su se maîtriser ou qui ont non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que quelqu'un qui est passé à l'acte, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu soit un manque de contrôle, soit mais il y a quelque chose qui s'est passé. Et bien souvent, quand on creuse un peu, on retourne sur leur parcours de vie, sur leur enfance, et déjà là, c'était chaotique. Et donc, sans pouvoir retourner dans ce passé-là pour pouvoir changer les choses, puisque c'est terminé. Bien sûr, c'est fait, oui. Voilà. Maintenant, c'est de se dire, tiens, aujourd'hui, comment est-ce que on peut travailler à faire évoluer la personne malgré son vécu? Et la faire évoluer, c'est la prise de conscience des faits, du fait que la personne a commis, donc la reconnaissance des faits, reconnaissance du mal, reconnaissance d'une victime aussi qui a subi, prendre ses responsabilités vis-à-vis de victimes ou autres organismes si ce sont des faits matériels contre des allez, ça peut être des vols ou alors on vient casser quelque chose ou autre. C'est prendre ses responsabilités et c'est aussi travailler à son évolution. Donc, admettons que s'il y a eu un manque de maîtrise au niveau des émotions, c'est faire ce travail sur soi pour parvenir à maîtriser justement, grâce à notamment l'intelligence émotionnelle qui aide réellement à pouvoir comprendre, tiens, qu'est-ce que je ressens, pourquoi je ressens ce que je ressens et quelle réponse comportementale je choisis d'apporter. Donc, je ne subis plus mon comportement, mais je pose un acte réfléchi. Il y a différents profils, différentes choses qui peuvent expliquer un passage à l'acte. Et c'est vrai que en moi, je me dis, bien sûr qu'il y a une part d'auteurs qui n'ont pas envie. Bien sûr qu'il y a une part d'auteurs qui assument complètement ce qu'ils ont fait, ne regrettent pas et autres. C'est pas ces personnes-là que je cible moi dans Transit Insert. Dans la discussion qu'on avait eue au préalable, tu me disais que pour que ça fonctionne, il faut que les personnes en fassent la demande. C'est ça, je comprends bien. Donc, il faut que la personne dise, moi j'ai envie de passer à autre chose, je ressens peut-être une colère, j'ai plus envie de ça, j'ai envie de changer la donne. C'est ça. Et donc c'est là que toi tu interviens. On ne te met pas quelqu'un dans les mains comme ça au hasard, c'est des gens qui en font la demande, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre process, parce que nous, Transit Insert est très jeune, ça a été créé le 19 novembre 2020. Et donc là, on est vraiment dans cette première phase où on établit les fondations de Transit Insert, où on veut créer des partenariats, créer des collaborations et réellement rallier des parties prenantes également. Et donc, pour ce qui est de l'accès aux futurs bénéficiaires, l'idée, c'est qu'effectivement, ce sont des personnes qui nous contactent parce qu'on leur a donné nos coordonnées. Et ce sont des personnes qui doivent réellement avoir une demande qui émane en eux. J'ai besoin d'aide. Donc, puisque comme on en parlera tout à l'heure des 3 départements de Transit Insert, mais donc il y a ce département qui consiste à assister, accompagner la personne. Et dans cette assistance et accompagnement, il y a l'assistance aux démarches, il y a les visites à domicile, mais il y a aussi le travail au développement personnel. Et pour ça, on a besoin en face d'avoir une personne qui se dise, j'ai pris conscience de ce que j'ai pu faire, j'ai pris conscience que je peux me mettre à mal, j'ai pris conscience du mal que je peux faire aux autres, j'ai pris conscience de mon incapacité à gérer mes pulsions, à gérer mes émotions, à gérer ci, gérer ça. J'ai besoin d'aide. Et donc, j'aimerais être accompagnée de manière plus individualisée et réellement qu'on m'aide à évoluer. Et cette demande-là, une fois qu'on l'a, on sait travailler avec la personne. On sait faire plus que juste aider aux démarches sociales, plus que juste aller visiter et voir comment la personne évolue. Et donc c'est ça. On a besoin que la personne se mobilise parce que sans ça, une aide reste improductive, quoi, finalement. C'est ça. C'est juste aider aux démarches, à retrouver éventuellement un job et un truc. Ça. Mais la personne, je vais pas utiliser le mot changement, mais évolution. Donc la personne donc en fait, tu proposes finalement une espèce de parcours transformationnel de la personne. C'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Parce que c'est vrai que par rapport à Transit Insert et toute cette vision globale-là, je dirais que
c'est un peu né aussi de mes lectures, de différentes interactions que j'ai pu avoir avec des personnes au fil des années, de mes prises de conscience, de mes prises de conscience quand sur le terrain j'ai été au contact de détenus et de sortants de prison aussi. J'étais encore en France à l'époque et ça a continué aussi un peu en Belgique après. Et en fait, je dirais vraiment qu'il y a vraiment cette nécessité pour la personne de se mobiliser, quoi. C'est ça, oui. Ouais. Prendre la responsabilité de ce qu'elle a fait et avoir envie de changer la donne, quoi. Oui. Ok. Et du coup, par rapport aux démarches, etc., si j'ai bien compris, c'est vrai que la personne risque pourrait replonger très vite si les démarches ne sont pas faites assez rapidement. C'est ça, elle peut retomber dans ses anciens travers. C'est ça le fait d'aider aux démarches, ou pourquoi justement cette aide aux démarches? Oui, parce que justement, oui. Il y a peut-être des chiffres, il y a peut-être des stats, je ne sais pas. C'est ça. Je retrouvais un peu mon fil. C'est vrai que en fait, j'ai réalisé que je pense que je ne suis pas la seule. J'ai pas la prétention de dire que, mais j'ai réalisé que pour réellement aider une personne efficacement, quand on parle de réinsertion, il y a une démarche holistique à lancer. Il y a des choses qui fonctionnent. L'accompagnement à la personne fonctionne. C'est vrai que il y a des rapports qui sont sortis et qui ont montré, ils ont fait 2 groupes. Un groupe de personnes qui n'étaient pas forcément suivies, donc juste il y avait des rendez-vous, ramener les papiers, voilà, ça prouve que vous avez fait telle démarche. Et puis un autre groupe qui était réellement suivi et assisté. Et quand on a regardé après les chiffres pour ces 2 groupes-là, le taux de récidive était beaucoup plus élevé chez les personnes qui n'étaient pas suffisamment assistées que chez les autres. Et donc ça montre des points forts, c'est que l'assistance et l'accompagnement, ça fait partie des choses qui fonctionnent. Et donc du coup, je me dis, mettons-le aussi dans ce programme-là. Autre chose, l'emploi. Donc là, c'est quand on regarde, autant on parle de facteurs qui conduisent au passage à l'acte, on peut aussi parler de facteurs qui préservent de la récidive. C'est ce qu'on appelle les facteurs de protection. Et donc parmi eux, il y a l'emploi, il y a le travail. Le fait de travailler, on a une occupation, on a des responsabilités, on évolue dans notre réflexion, on accède à la connaissance de nouvelles choses, on a une occupation et réellement, c'est vrai que ça maintient dans une dynamique où on sort de tout le contexte qu'on a pu connaître, qui a pu nous conduire à un passage à l'acte par le passé. Le fait de pouvoir aussi avoir un logement, il y a un rapport avec l'identité quand même, avoir son chez-soi, pouvoir décorer son chez-soi, pouvoir accueillir des personnes, ça donne vraiment la sensation de travailler à s'accomplir. Et donc, c'est bien de pouvoir travailler à assister les personnes, mais si on ne va pas plus loin dans la démarche, c'est comme s'il manque quelque chose. Et donc dans ce que je voulais amener, c'est vraiment cette dimension globale, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a également la sensibilisation du grand public, parce que l'idée, c'est de pouvoir faire comprendre aux personnes, déjà c'est sensibiliser à la cause des détenus, puisque j'ai conscience de tout ce qu'on peut en penser. Et ça peut être très clivant, hein. Oui. Je te disais, moi j'en ai discuté avec plusieurs personnes avant d'enregistrer le podcast. Oui. Je disais, tiens, je vais recevoir Stéphanie Yala qui s'occupe de Transit Insert et tout. Et c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit, attention, c'est pas évident comme sujet, parce que il y a des victimes aussi. Oui. Et mais c'est pour ça que j'étais content aussi que tu dises dès le début que tu en as conscience, que les victimes, que tu respectes ça, que c'est pas le fait de nier qu'il y a des victimes, et que justement c'est aussi pour l'ex-détenu de se retravailler là-dessus et de considérer qu'il y a eu des dégâts, etc. Ça. Mais ok, c'est vrai que c'est très clivant. Donc, oui, parce que justement, c'est très délicat, c'est très sensible. Et j'ai conscience que ça peut parfois, au premier abord, donner la sensation du tiens, mais quoi, alors on mise tout sur les auteurs, on les victimise, et tout le mal qu'ils ont causé à côté. Et réellement, c'est pour ça que je veuille à replacer le débat. Il s'agit pas pour moi de vouloir mettre les projecteurs sur l'auteur, de le faire apparaître comme le doux agneau ou la petite victime de son enfance ou autre. Non, il s'agit juste de faits, en fait. C'est de pouvoir d'une pointer du doigt le fait que la personne est devenue ce qu'elle est, parce qu'elle a été plongée dans un contexte qui a perduré au fil du temps. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir aider réellement la personne dans cette réinsertion, parce que qui dit sortie de prison dit nécessité d'une réintégration dans la société. Et si la réintégration, elle est mise à mal,
il y a un risque de récidive qui est là. Les chiffres le montrent bien, hein. Une réinsertion chaotique conduit souvent à une récidive. Et mon objectif, c'est de dire que, alors que ce sont des personnes qui vont revenir ou qui reviennent au sein de la société libre, est-ce qu'on peut pas travailler à miser sur eux pour en faire des forces productives? Parce que celui qui a été auteur hier peut réellement devenir quelqu'un de nouveau aujourd'hui, qui va non seulement être capable d'aller demander pardon, même si j'ai conscience que ça n'efface pas ce qu'il a commis. Le pardon aide à guérir et à avancer. Et à côté de ça, que ça puisse également être des personnes qui puissent aider à travailler à l'évolution de d'autres aussi également. C'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire de ces personnes des forces productives. Je l'ai dit au début, je crois en l'humain et en ses capacités d'évolution, tout en ayant conscience qu'il y en a qui n'ont pas envie. Et donc, pour ceux qui n'ont pas envie, nous, à notre niveau, on ne sait rien faire. Oui, c'est ça, c'est un autre débat. Oui, c'est vraiment un autre débat. Là, on cible vraiment la proportion de ceux qui ont pris conscience, qui sont désolés, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie de changer la donne et qui ont envie de réellement comme réparer, quoi. Et donc, c'est vraiment ça. Et dans le volet sensibilisation du grand public, c'est un peu aussi mon objectif, c'est de pouvoir dire il y a des choses à faire pour favoriser une réinsertion. Et par là, en favorisant la réinsertion, on travaille aussi à veiller à ce que le taux de récidive ne baisse, quoi, finalement. De toute façon, excuse-moi de te couper, de toute façon, la personne, elle va sortir. Oui, c'est un fait. Voilà. Et c'est ça que je dis, c'est qu'à un moment donné... je veux pas rentrer dans des débats particuliers qui sont très délicats et qui sont aussi très sensibles. Je veux juste rester sur du factuel et voir, comment, objectivement parlant, on peut veiller à faire évoluer une situation, la réinsertion sociale des personnes. Et je sais que, en tout cas, j'ai cette conviction-là, en travaillant à faire évoluer positivement la problématique de la réinsertion sociale des personnes, on contribue réellement à apporter un plus à la société. Parce que réellement, on veille à, en tout cas on veille, ça favorise réellement l'évolution de personnes qui deviennent vraiment un plus, quoi, finalement. Non, mais tout à fait. Je vais pas te demander des exemples, etc., parce que je pense que ça relève du privé de certaines personnes, et donc je voudrais pas qu'on pointe du doigt ou quoi. Je pense que maintenant nos auditeurs ont bien compris ce que tu faisais et ce à quoi tu contribues. Moi, je vais te demander maintenant, qu'est-ce que ça t'apporte de faire ça, à toi, Stéphanie, personnellement? Oui. Alors, je sais pas trop. Si on parle de finances, je ne fais pas ça pour l'argent. Oui, non, on parle pas de finances, j'ai bien compris. Mais je dirais que par rapport à moi, mes aspirations personnelles, et j'en parlais un peu tout à l'heure, j'ai toujours eu à cœur le changement des choses. J'ai peut-être une grande ambition, je ne sais pas, mais je me dis, si on voit une situation et qu'on a peut-être des idées qui peuvent aider à la faire évoluer, pourquoi ne pas essayer de faire quelque chose, quoi. Et c'est vrai que le fait de travailler à cela, j'ai vraiment la sensation de travailler à quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi. Moi, j'y vais à fond. J'ai mis beaucoup de choses en stand-by pour pouvoir lancer Transit Inser, pour pouvoir donner une propulsion et faire que ça fonctionne. Et je me dis, je ne sais pas ce que ça va donner dans 2, 3, 4 ans. Mais la satisfaction que j'en tire, c'est que je reste fidèle à moi-même et à mes convictions. Et je travaille réellement à construire la vision de ce en quoi je crois. Et de ce que je pense réellement ayant du poids pour faire évoluer les choses dans ce domaine-là, quoi. Oui, ok, top, et une belle ambition. Donc, voilà, ce que tu viens d'expliquer prouve bien que tu as ta place sur ce podcast, parce que c'est mettre la lumière sur les personnes dont l'action a une influence positive sur la société, les gens qui se bougent. Comme tu le dis, tu as mis entre parenthèses certaines choses pour pouvoir concrétiser ça et cette vision que participer à quelque chose qui nous dépasse. Donc voilà, c'est pas mal. Tu as parlé de tes parents qui t'ont beaucoup inspiré. Quelles sont les autres personnes ou les modèles ou quoi qui t'ont inspiré dans ta vie?
C'est vrai que je sais pas trop comment répondre à cette question-là parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses que j'ai pu voir, lire, qui m'a particulièrement impacté, orienté. Mais je dirais que si je dois citer quelqu'un, c'était alors que je commençais à m'orienter vers la crimino et autres, c'est Raoul Follereau. C'est un homme, bon, il est décédé depuis, mais c'est un homme qui m'a beaucoup impacté parce que c'est un grand intellect, poète, pareil, qui a des convictions fortes aussi, qui avait des convictions fortes. Et en fait, j'ai lu une histoire sur lui. Où on expliquait qu'il était parti en voyage et qu'il était lors de ce voyage-là qu'il a fait une rencontre qui l'a marqué. Et cette rencontre, c'est qu'il a fait la rencontre de personnes lépreuses. Et à cette époque-là, les personnes lépreuses étaient encore plus mises de côté. C'était vraiment les parias, c'était ceux de qui il fallait pas s'approcher et autres. Et lui, c'est lors d'un voyage qu'il a fait cette rencontre-là. Les personnes étaient, voilà, il y avait plein d'arbres un peu. Il a un peu fouillé et puis il est tombé sur ces personnes-là vraiment par hasard. Ça l'a impacté. Et quand il est retourné dans son pays d'origine, il a dit il faut faire quelque chose. Je veux faire quelque chose. Et il a commencé à se bouger. Et en fait, il a tout fait pour réellement créer des structures, créer une prise en charge des personnes lépreuses. Aujourd'hui, il y a même la fondation Raoul Follereau qui prend en charge les personnes lépreuses. Et en fait, il y a deux dimensions sur lesquelles il s'est focalisé: comment les aider, les soigner, et l'autre, c'est comment les aider à se réinsérer. Et en fait, ça m'a énormément parlé à l'époque, sa détermination. Ça m'a parlé aussi ce côté, tiens, je tombe sur une problématique, ça me touche, je me sens réellement sensibilisée, je veux faire quelque chose. Et non seulement je veux le faire, mais je le fais. Et souvent, il disait que vivre, c'est aider l'autre à vivre. Il a dit ça, il avait 15 ans quand même, la première fois qu'il a dit ça. Oui. Et du coup, je dirais vraiment que oui, ça fait partie des personnalités qui m'ont impactée pour rentrer dans cette dynamique du on va changer les choses, changeons les choses à notre niveau, mais changeons les choses. Et c'est pour ça que je dis que j'ai commencé à rédiger des circulaires en fait Transit Insert où je parle un peu de l'évolution de la structure, des activités et où je fais toujours un petit point réflexion. Et donc dans ces circulaires, je finis souvent en disant que c'est l'affaire de tous la réinsertion. Parce que quand on regarde la globalité de ce qu'est la réinsertion, donc l'assistance à la personne, le fait de retrouver un emploi, de retrouver un logement, le fait aussi de voir les autres en face poser un regard sur l'auteur qui est différent, même si c'est difficile, mais un regard où c'est une personne, c'est pas un monstre, même si les choses faites sont monstrueuses, j'en suis consciente. Mais le fait de travailler à ça, pour moi, c'est réellement de pouvoir travailler à changer les choses, quoi, et replacer l'humain au centre. Et j'ai conscience qu'en disant ça, c'est très difficile à entendre. Et comme je disais au tout début, j'ai partagé toutes ces pensées, ces opinions négatives sur les auteurs. Ça m'a animée pendant longtemps. Et puis à un moment donné, il y a vraiment eu cette prise de conscience que on a des humains en face de nous. Comment est-ce qu'on peut aider ces humains-là à évoluer, à changer de posture, à changer de regard sur les faits qu'ils ont commis, à réellement prendre conscience des choses, à travailler sur les tendances qui les ont conduits à passer à l'acte. Et je me dis réellement que la mobilisation de tous dans la réinsertion, c'est tant des professionnels, donc des entreprises qui ouvriraient leurs portes pour l'emploi, que les services et organismes d'aide à l'accès au logement, que les personnes lambda, parce que finalement, souvent, ce qu'on dit, c'est que les détenus ont une double peine. Ils ont la peine en détention, mais une fois qu'ils sortent, ils ont encore l'étiquette qui leur est accolée. Et donc, d'emblée, on a le regard des autres, on a les portes qui se ferment, on a les postures de rejet qui peuvent se comprendre et être légitimes dans une certaine mesure, mais qui sont quand même là et qui, de par leur existence, peuvent mettre à mal la dynamique de la personne qui se sent constamment jugée alors qu'il a payer sa dette à la société dans une certaine mesure. Mais il y a pas mal de choses, je pense, qui existent justement pour l'emploi. Oui. J'avais écouté un podcast sur la marque de basket Veja. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Voilà. Et je pense, je suis même sûr que eux, leur réseau de distribution
de leur basket pour fournir tous les magasins, etc. C'est une entreprise qui travaille avec des ex-détenus. Et un des patrons qui était interviewé expliquait que ils avaient un taux de vol qui était bien en dessous d'autres systèmes de distribution, parce que justement ces personnes avaient à cœur aussi de montrer que on peut nous faire confiance, et donc il y a des belles choses qui sont mises en avant, et effectivement, comme tu le disais, ces personnes vont sortir un jour, donc qu'est-ce qu'on fait? Soit on laisse aller et il y a beaucoup plus de chances d'avoir les récidives, soit on prend les choses en main, et donc, c'est ça, mal. Et le regard qu'on pose sur l'autre, c'est important. Hein. Selon le regard qu'on pose sur l'autre a tendance un peu à rentrer dans ça. Je me souviens d'un détenu qui m'a dit une phrase qui m'a marquée lorsqu'on faisait une visite, pas avec Transit Inser, mais dans un autre domaine. Il m'a dit, tiens, c'est bizarre, quand tu me regardes, j'ai pas l'impression de voir le détenu avec leur numéro d'écrou et autres. J'ai l'impression de voir que tu me renvoies l'image d'une personne. Et ça m'a beaucoup marqué, parce que je réalisais vraiment, tout comme pour l'enfant à qui on va constamment répéter tu es bête, tu es idiot, tu n'y arriveras pas, qu'on va toujours le regarder avec des dents et autres, il va avoir tendance à rentrer dedans. Il y a quand même un petit parallèle que j'arrive à faire avec le détenu et la personne, bien plus que le détenu. C'est que si on mise sur eux et qu'on leur renvoie l'image de l'homme ou de la femme qu'ils pourraient être, ils ont tendance à rentrer aussi dans cela. Et c'est peut-être des petites choses, hein, mais ce sont des petites choses qui ont leur importance et qui réellement changent la donne quand on est dans cette dynamique de l'évolution de l'humain. Ouais. Ok. C'est pas une mince affaire. Tu portes ce projet vraiment. Tu disais, tu mettais des choses entre parenthèses pour le moment, etc. Mais donc, quels sont les petits trucs ou des routines qui t'aident au quotidien à justement avoir ce peps, parce que tu disais toi-même, cette colère se voyait pas parce que tu es toujours souriante. Je vois que tu as la pêche, que tu es souriante. Qu'est-ce qui fait que Est-ce que tu as des trucs que tu pourrais partager avec les auditeurs? Je dirais que je suis toujours en train d'apprendre, parce que à la base, quand j'ai fait mes études en criminologie, je me voyais travailler un temps dans une structure autre, et puis ensuite sauter le pas et créer ma propre structure. Les choses ne se sont pas faites dans cet ordre-là. Et en fait, il y a eu un moment où j'ai dû choisir, me positionner. Et en fait, je suis rentrée dans cette dynamique de l'entrepreneuriat. Et donc, dans cette dynamique de l'entrepreneuriat, j'ai créé cette ASBL, et aujourd'hui, on le sait, c'est considéré comme une entreprise, mais donc entreprise sociale. Et donc, dans cette dynamique-là, j'ai pris conscience que il y a beaucoup à faire, beaucoup à penser, beaucoup à construire. Et en fait, on a le cerveau qui mouline tout le temps. On a envie de bien faire, donc on prend des temps de réflexion stratégique, parfois qui durent et qui durent. On doit trouver l'équilibre entre la réflexion et l'action, puisque si on fait que réfléchir, on fait jamais rien. Et en fait, je me suis familiarisée avec tout ce monde-là. Et aujourd'hui, je dirais, tout en continuant d'apprendre, qu'il est nécessaire de travailler à organiser son travail de telle sorte à mettre aussi, à considérer en fait la santé. Parce qu'en fait, dans tout ça, on peut être amené à tirer sur la corde, et la santé ne tient pas. Et je suis bien placée pour le dire. Donc voilà. À côté de ça, de pouvoir aussi avoir des loisirs, quoi, des choses, des temps où on pense à autre chose, des temps, si c'est la randonnée, c'est la randonnée. Moi, j'aime beaucoup la nature, donc dès que j'ai l'opportunité, voilà. Je suis aussi dans la musique, donc c'est vrai que ça fait partie j'ai d'autres activités qui me permettent aussi de m'oxygéner un peu l'esprit. Et quand tu dis que tu es dans la musique, tu joues à l'instrument, ou bien tu chantes, ou c'est quoi? Alors, je compose, je chante aussi, je joue un peu de piano, un peu de la guitare. Ah oui, ok. Voilà, sans être musicienne à 100%, voilà, je sais m'accompagner. Et donc, c'est vrai que je réalise que ce sont aussi des petits plus. Et dans tout ça, par contre, parce qu'on est dans une dynamique où on veut construire quelque chose, c'est de se fixer des objectifs
de planifier les tâches à réaliser pour atteindre cet objectif et de s'y tenir, quoi. Parce que quand on construit soi-même, on réalise que si on fait rien, il y a rien qui se fait. Hein. C'est sûr. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre l'atteinte de ses objectifs par le travail, par les tâches à accomplir qui y sont rattachées, et aussi cette considération de soi, dans sa santé, dans son mood, dans ce dont on pense avoir besoin, de pouvoir aussi accepter de faire des pauses par moment. Et voilà, donc moi je suis toujours en train d'apprendre, mais pour l'instant c'est un peu des petites leçons que je tire. C'est pas mal. Donc se ménager un peu de temps pour soi, effectivement, ses hobbies, ses passions, c'est ça. Et planifier les tâches. Oui. Est-ce qu'il y a un livre ou un podcast ou une émission que tu pourrais recommander à nos auditeurs? Après, faut apprécier, hein. Mais voilà, moi, c'est un livre qui m'a aussi beaucoup interpellée, qui m'a orientée un peu aussi. C'est Anatomie de la prison contemporaine de Guy Lémire et Marion Vacheret, je crois. C'est sorti en 2007, donc c'est assez ancien, mais voilà, on constate que les réalités qu'ils mettent en évidence sont toujours d'actualité, donc c'est fou. Hein. On le mettra dans le podcast, mais je suis pas sûr que beaucoup de personnes. Mais pourquoi pas, hein, ça peut être très intéressant. Moi, je suis curieux de tout, donc c'est des choses qui peuvent m'intéresser. Mais c'est vrai que je pense pas que ce soit un roman. C'est plutôt quelque chose. Non, c'est un travail universitaire ou c'est. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Si par contre, tu veux une proposition de roman, moi j'aime beaucoup. Après c'est autre chose, hein, c'est un autre domaine. Hein, c'est vraiment un roman. Hein. J'aime beaucoup Mary Higgins Clark. oui, ça. Oui. Donc voilà, et donc du coup c'est En secret que je lis en ce moment, d'ailleurs. Ok, on mettra ça dans les liens. Une citation qui t'inspire. Il y en a plusieurs, mais je dirais. Il y en a une, je crois que c'est Frédéric Wilhelm Nietzsche, une partie de sa citation. Il disait que l'humain est un pont, pas une fin. Et j'aime beaucoup parce que ce pont, c'est quelque chose qui conduit à ce quelque chose d'autre, qui peut conduire encore à quelque chose d'autre. Et du coup, ce que j'aime dans cette citation, c'est vraiment cette ouverture sur une suite et donc ce lien avec l'évolution vers. Quoi. Ok, donc toujours ce petit fil rouge, évolution. Ouais. Ok, parfait. C'est ça. Et puis il y a aussi une deuxième citation, j'ai une amie qui aime beaucoup, c'est de Benjamin Franklin, je crois, c'est quand il dit « If you fail to plan, you plan to fail ». Donc voilà, et donc c'est vrai que c'est... ça motive et ça maintient dans une dynamique où on se dit, OK, tu veux faire telle chose, tu veux atteindre tel objectif, OK, comment est-ce que tu planifies ça? Parce que si tu faillis dans ta préparation, d'emblée, tu prépares ton échec, quoi. Oui. Échouer dans sa préparation, ça se préparait à échouer. C'est ça. C'est marrant que tu cites ça parce que je donne pas mal de formations et de conférences, etc. Et c'est une citation que j'utilise très souvent. Donc, s'il y a des personnes qui m'ont déjà suivi en formation, qui écoutent ce podcast, ils pourront bien se marrer parce que c'est vraiment une citation que je trouve très, très, très vraie aussi. Donc, parfait. On se rejoint là-dessus. Et on va conclure là-dessus. Moi, je voudrais te dire merci, Stéphanie, pour ton temps. Merci d'avoir partagé ta bonne humeur, ton énergie avec nos auditeurs. J'espère qu'ils auront eu autant de plaisir à écouter ce podcast que moi j'en ai eu à le faire avec toi. Je l'espère également. Et c'est gentil. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter pour le futur? Une belle évolution. J'ai envie de dire... le ralliement de nouvelles parties prenantes. C'est vrai que, quand je pense à moi, je pense beaucoup Transit Inser. C'est quelque chose qui m'anime tellement. Et c'est vrai que pour pouvoir évoluer, atteindre nos objectifs, on a besoin de partenaires, on a besoin de financement, on a besoin de bénévoles aussi. Et donc, alors qu'on en est au tout début, j'ai envie de dire, s'il y a une chose que tu peux me souhaiter, c'est ça. C'est qu'on puisse réellement voir des parties prenantes se rallier à notre cause, des bénévoles arriver, un financement arriver aussi, et la réussite, quoi. Ok, parfait, mais
donc en accompagnement de cet épisode, moi je vais rédiger un article de blog et dedans je mettrai aussi un petit appel s'il y a des sociétés qui sont intéressées de pourquoi pas mettre au travail des personnes qui transitent par Transit Inser ou des entreprises qui ont envie de financer ou qui ont envie de faire quelque chose pour cette cause-là. Donc ça je le mettrai et c'est pour ça que j'invite les auditeurs à se rendre sur rspct.io, c'est notre site web. Abonnez-vous à la newsletter. On va vous donner toutes les informations qu'il faut pour être au courant des podcasts qui vont sortir. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci à toi, merci Stéphanie. À toi, Xavier. Et je vous souhaite le meilleur. C'était Xavier pour Respect. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, rien de plus simple, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir.